Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Bof en ce moment, bof. Écoute. Ah merde, que se passe-t-il? Ouais, je sais pas, j'ai pas la forme, voilà, j'ai pas la forme spécialement. Mais voilà, je fais le podcast donc je suis content. Voilà, je parle de cinéma, donc ça Oui, ça va te remettre en forme, j'espère. Ça va me remettre le soleil dans les yeux. Et de toute façon, j'ai appris que de toute façon, c'est pas parce que t'es triste que c'est pas grave. tu peux quand même t'en sortir. C'est la J'ai une petite question, moi, Ista, du coup. C'est laquelle ton émotion principale dans ta tête à toi, du coup? Mon émotion principale. Ouais, bah tu sais, dans le film, ils ont chacun une émotion qui est un peu en contrôle, tu vois. Ouais. Toi, c'est laquelle, toi, en ce moment-là? Là, en ce moment, je sais pas, c'est joie. Je suis content de faire ce Ok, podcast. c'est joie, toi? Non. Ok. Mais genre, dans ta vie, tu penses que t'es drivé par la joie, tu vois? Peut-être à la tristesse, la colère, ouais, tu vois? Comment t'es? Oh, c'est compliqué, je trouve. Ouais, J'ai de la oui. peur. Je suis Batman. Ouais, bah, tu sais, ça se défend, tu vois. Ouais. Ça se défend. Tu vois, moi, il y a des gens qui Tu vivent un peu dirais dans la quoi, toi? peur. Moi? Ouais. Oh putain, c'est dur. Moi, je dirais peut-être. Moi, je crois que je mélange de joie et de tristesse, tu vois. Voilà. Je pense que c'est Ouais. les deux. Ok. C'est les deux qui gèrent ma vie. Oui, bah, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. C'est pour ça aussi que voilà. Ah non. Non? Il y en a, c'est la colère. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Oui. Il y en a, c'est l'aigreur. Voilà, je suis parisien, je sais. Ceux qui roulent sur la route. Putain, les cyclistes, ils nous font chier. Et mais c'est quoi ton animal? C'était quoi ton animal imaginaire ou ton ami imaginaire plutôt? Ah, ça, j'ai jamais eu. T'as jamais eu d'amis imaginaire? Non. Peut-être tu t'en souviens pas justement. Peut-être. Non, je m'en souviens pas si ça lui est arrivé, mais en tout cas, je n'ai pas. Même mes parents m'ont jamais parlé d'un ami imaginaire que j'avais ou quoi, donc ça, non, ça n'a pas existé pour moi. Tu l'as oublié, Ista, voilà. Moi, je ne rêvais pas, j'étais pas un gamin qui rêve. Genre... Ouais, moi, j'étais un scientifique dès que j'étais gamin. Ok, d'accord. Moi, je crois que c'était des Lilliputiens. Ah ouais, bizarre. Ouais, je crois que c'était trop bizarre. C'était des petits personnages tout petits, genre vraiment microscopiques. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais D'accord. je me souviens pas exactement, tu vois, mais je me souviens un peu de l'idée vaguement, tu vois. Ouais, ok. Je sais pas, voilà, j'aime les gens petits apparemment, je sais pas, je suis bizarre. Effectivement. Pourquoi on parle de ça d'ailleurs? Pourquoi on parle des émotions? Parce que, bon, sur la miniature, ils le sauront déjà. Mais. Si vous êtes là, en général, c'est que vous savez pourquoi vous avez cliqué sur ce podcast, hein, je pense. Voilà, parce qu'on fait un épisode un peu spécial, comme diraient les youtubeurs. On va faire un épisode sur Vice Versa. Parce que voilà, on trouve. Cette semaine, il n'y a pas de film très intéressant qui sortent, on va pas se mentir. Et comme il y a une actu par rapport à Vice Versa 2 qui arrive dans quelques semaines, eh ben, on va analyser le premier opus, un peu comme on avait fait avec Godzilla de Gareth Edwards, puis il y avait Godzilla X Kong qui est arrivé, etc. quoi. C'est ça, donc on va vous parler de Vice Versa de 2015, donc bon, on va spoiler à balle, hein, voilà, le film est sorti depuis presque 10 ans, ça va, il y a le 2 qui sort bientôt, voilà, vous êtes prévenus. C'est ça. Donc on va commencer par l'introduction, alors Vice Versa ou Sans le Sud-Dessous au Québec, ou Inside Out aux États-Unis, et le 133e long métrage d'animation des studios Disney et le 15e film de Pixar. Il est réalisé, donc en image de synthèse, par Pete Docter et il est co-réalisé par Ronnie Del Carmen, qui est superviseur de l'histoire et du storyboard de Là-haut, Le Monde de Nemo, Spirit et Le Prince d'Égypte. Ouais, bah on va peut-être s'arrêter sur Pete Docter 5 minutes quand même, qui est un des, je pense, des fondateurs, non, des fondateurs. Enfin, je crois pas qu'il a fondé, il a pas fondé ouais, Pixar, mais il est là nom, depuis. En fait, il est là depuis, je crois, 1990. Tu vois, genre à l'époque où je crois qu'il faisait des ordinateurs. Je crois Pixar, tu sais, c'était pas du tout. Oui. Ok. Je crois que c'était une filiale de Lucasfilm ou un truc comme ça. Oui. Non, c'était Steve Jobs qui avait racheté, non? C'est ouais. Ça, à un moment. Steve Jobs avait racheté, mais c'est à la base, ça vient de, il me semble que ça vient d'ILM ou il y a un truc avec Lucas, ouais. C'est ça, et du coup, ils sont lancés après dans l'animation. Je crois qu'ils ont fait des pubs, etc. avant de faire leur premier long métrage d'animation qui est
Toy Story. Toy Story, Le premier film en image de synthèse, le premier film d'animation en image de synthèse, il me semble, aux États-Unis en tout cas. Il me semble aussi, ouais. Donc Révolution, tout ça. Et Pete Docter, lui, il a toujours été là, en fait, depuis le début des films d'animation Pixar. Et il a beaucoup scénarisé et storyboardé les films. Donc la saga Toy Story, il était scénariste et storyboarder dessus. Et le premier film qu'il a réalisé, c'était Monstres et compagnie. Ouais, il me semble. Du coup, qu'il a co-réalisé aussi. Et après, il a fait Là-haut. Il a gagné des Oscars avec Là-haut. Puis il avait fait quoi d'autre? Il a fait Vice Versa. Il a fait Soul. Et les Toy Story, je crois que c'est ça à peu près qu'il a fait chez Pixar. Et c'est un des grands pontes. Voilà. Et lui, il a toujours été fasciné par l'animation. Pour le coup, et aujourd'hui c'est un des chefs, un des gros CEO là, non? C'est pas un des oui, il me semble. Parce que avant c'était la 7h du coup, mais bon, on va pas se mentir, il est plus là parce qu'il s'est passé des trucs un petit peu pas très fous avec lui, et du coup maintenant il est le nouveau chef entre guillemets de Pixar, et du coup toi, le studio Pixar, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Quelle émotion tu attaches au studio Pixar? Pixar, c'est généralement les films, c'est où tu vas un peu pleurer. Ils sont forts pour ça, je trouve. Où ils arrivent bien à te donner des émotions. Mais il y a aussi un côté qui est sympa dans le sens où ça peut parler à tout le monde, où il y a un peu une double lecture sur le côté adulte. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Et c'est pour ça que je pense que ça marche plutôt bien les films Pixar et que ça parle un peu à tout le monde, quoi. Voilà. Ils sont un peu réputés pour depuis une vingtaine d'années être ceux qui font un peu de l'animation pour tout le monde et plutôt de bonne qualité quand même. Parce que Disney, il y a eu des vagues et tout, mais eux ils ont toujours eu une réputation depuis 20 ans quand même assez solide. C'est quoi tes Pixar préférés d'ailleurs? Pixar, Wall-E, je pense. Je pense que c'est Wall-E, ouais. Ouais, pas les Toy Story? Je sais pas. En fait, ça c'est quand même lié à mon enfance. Toy Story 1 et 2, je les ai vus au cinéma. Et ça a été quand même quelque chose. Mais je pense que je préfère Wall-E. Ouais, voilà. Ouais, moi j'adore Wall-E aussi. Ouais, c'est un de mes favoris, je pense. Toy Story, j'aime beaucoup, mais je les ai pas découverts. Enfin, j'étais pas fan gamin en fait de ça, donc c'était fan beaucoup plus tard. Et j'aime beaucoup le 3, par exemple. Je crois que c'est mon préféré de la trilogie. Et j'adore Vice Versa aussi, on va en parler. C'est un de mes Pixar préférés, même de films d'animation que j'adore. Après Pixar, il y en a que je trouve un peu surcoté. Voilà, un tout petit peu, genre Le Monde de Nemo, j'ai aucun amour pour ce film, tu vois. Parce que t'as pas vécu la hype, t'étais trop jeune. Je sais pas, mais tu sais, même je l'ai vu, je l'ai revu et tout, même quand j'étais gamin, j'ai jamais trouvé ça fou, tu vois. Et après, on va pas se mentir, dans les années 2010, il y a eu des trucs un peu plus compliqués. Quand ils se sont fait racheter, en gros, chez Disney, ils ont commencé à faire ils ont beaucoup de suites. Ouais, 1 ou 2 films par an, et ça faisait des suites. On a eu des Monstres Academy. Enfin, il y a la saga des Cars aussi, on en a pas parlé, mais ça, c'est la saga, la trilogie que je m'en fous le plus au monde, alors que je sais qu'il y a beaucoup de fans, mais moi, je trouve ça un peu... j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans leur création d'univers, je trouve que cette trilogie fait vraiment tâche chez Pixar, parce que je trouve que même les films que j'aime moins, ils ont fait aucun mauvais film, pour le coup, sauf un peu la saga Cars, je trouve. Un peu la saga Cars, elle est un peu, je trouve, tu vois, c'est... Cars 2, j'ai vraiment un mauvais souvenir. Ah oui, le Cars 2 est très mauvais, mais le Cars 1... Après, il y a quand même une histoire d'amour un peu derrière. Enfin, c'est Lasseter qui est fan de figurines de voitures, je crois, et qui veut faire un film là-dessus, etc. Ou peut-être de voitures en général. Mais c'est fait son propre kiff. C'était son Toy Story, mais avec des voitures, quoi, en gros. Pour lui. Mais je reviendrai pourquoi ça marchera pas dans la critique, tu vois. Mais voilà, moi, de Pixar, j'ai toujours quand même quelque chose que je trouve à sauver. À chaque fois, je me dis, ça m'intéresse pas trop ou quoi. Et genre, par exemple, Alerte Rouge, j'ai regardé le film et j'ai beaucoup aimé le film. Ouais, il est chouette, ouais. Alors que je m'attendais à m'en foutre, en fait, complètement du film, etc. Donc, c'est un peu 1 sur 2 depuis un moment. Moi, ça m'avait fait ça avec En Avant, alors que les trailers m'avaient pas vendu du rêve. Pareil, ouais. Et en fait, j'avais plutôt bien aimé, au final, quand je l'avais vu, l'histoire avec le père et tout, j'avais trouvé ça plutôt attachant et tout. Donc, c'était pas dégueu, quoi. Après, c'est pas le meilleur Pixar, mais j'avais passé un bon moment devant. Ouais, mais c'est un peu le syndrome 1 sur 2 pour moi en ce moment. Parce que tu sais, ils ont fait Buzz l'éclair, j'étais un peu... ça, je l'ai pas vu. Je trouvais ça sympa sans plus. Et après, ils ont fait Élémentaire, là, l'année dernière, et Élémentaire, j'étais pas vraiment surpris, aussi. quoi. Donc, et même visuellement, je trouve qu'ils sont quand même hyper aboutis. Ils ont toujours des idées de créer des univers et tout. Ils se reposent rarement sur leur laurier et tout. Par contre, le voyage d'Arlo m'avait beaucoup plu sur les trailers, parce qu'il y avait justement ce côté à côté technique de ouf où tu voyais des gouttes d'eau et tout, en mode c'est incroyable et tout. Mais en fait, le film, je l'avais trouvé pas terrible. Je l'ai pas vu, Le Monde. Ouais, ok. Celui-là, mais il m'avait pas l'air foufou. Donc, et je crois que c'est un des pires bits de Pixar, je crois, au cinéma d'ailleurs, je crois.
Ouais, je crois aussi. Enfin, bref, et du coup, bah, on va venir à vice-versa, Ista. Oui, donc en fait, Pete Docter, il explique avoir initialement dressé une liste de 26 émotions utilisables pour le film, avant de se retourner vers la communauté scientifique pour connaître le nombre réel d'émotions existantes. Devant l'absence de consensus scientifique, l'équipe a choisi de ne garder que 5 des 6 émotions fondamentales de la théorie de Paul Ekman, un psychologue américain. Donc la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. La 6e étant la surprise et qu'ils n'ont pas gardé pour le film. Ouais, bon après ça m'étonne pas parce que je trouve ça bizarre. Oui, bizarre aussi, surprise. Mais déjà sur le dégoût, moi je suis un peu en mode... c'est une émotion quoi. Enfin, on y reviendra je pense pendant la critique aussi, mais c'est qu'il y a un truc qui est un peu bizarre avec les autres. Bon après de toute façon j'en parle maintenant, mais c'est parce que c'est pas une émotion primaire je trouve en fait. Parce que la joie, la tristesse, la peur et la colère c'est... Je sais pas si c'est tellement commun, normal... instinctif, alors que le dégoût, enfin en fait je sais pas, en fait ça se trouve le dégoût, enfin le mec il a fait sa théorie donc ça veut dire qu'il est sûrement plus calé que moi pour parler de ça, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui me vient direct enfin c'est pas le truc qui nous vient direct à l'esprit, c'est-à-dire le dégoût c'est une des premières émotions, mais on va voir si ça marche. Et j'aimerais ajouter que quand même c'est un film assez spécial en studio Pixar parce que j'ai appris qu'en fait il a pris énormément de temps à se faire en fait le film. Il a pris la production elle était hyper lente, ça a pris 3 ans pour écrire le scénario quand même. Ah quand même, ah oui, d'accord. Ouais, pour écrire un scénario quoi. Et à la base, je crois même qu'ils avaient des idées pour que ça devait être joie et peur en fait le duo principal et pas joie et tristesse. Parce qu'en fait il y avait une dynamique où ça faisait beaucoup plus de blagues en fait entre les deux. Mais ils se sont rendus compte que ça avançait pas vraiment avec le scénario et ça matchait pas beaucoup. Et en vrai oui, il y a quand même une dualité entre joie et tristesse qui fait beaucoup plus sens, tu vois, dans le film. Mais du coup voilà, et qu'il y a quand même une moitié de femmes parmi les scénaristes pour un film d'animation Pixar, et je crois que c'était une des premières fois, pour le coup. Voilà, c'est juste ça à noter. Ok, mais je pense après moi que pendant 3 ans ils l'ont laissé un peu de côté, ils ont travaillé un peu dessus, mais ils étaient pas à fond dessus, je pense. Si ça a mis 3 ans. Bah après, on va en parler, mais vu la structure quand même assez compliquée du film, je pense que s'ils ont dû réfléchir et vraiment réfléchir à comment bien retranscrire le truc, parce que c'était hyper casse-gueule comme idée. Ouais, peut-être aussi. Et on peut dire que le succès était immédiat. À la sortie, le film, il a rapporté, je crois, entre 800 et 900 millions de dollars au box-office. Les critiques, ils ont été dithyrambiques, même en France, c'est un truc de malade. Et il a gagné des prix, quoi. Oui, il a notamment gagné le Golden Globes du meilleur film d'animation en 2016 et le meilleur film d'animation aux Oscars de 2016. C'est ça, c'était le 2e Oscar pour Pete Docter, parce que je crois qu'il l'avait eu pour Là-haut aussi. Et donc voilà, il a eu un 3e pour Soul aussi après. Donc, ok. C'est moi Soul j'ai aimé. Hein, j'ai toujours pas vu Soul, mais après ça m'avait l'air beaucoup plus adulte là pour le coup, parce qu'on dit que c'est très universel, mais ça avait l'air beaucoup plus adulte comme récit. Mais bon, ça avait l'air vraiment... Enfin oui et non, parce qu'après il se transforme en petit bonhomme, il va au paradis là et tout. Donc, oui et non quoi. Il y a un peu de... Comme d'hab quoi. Il y a un peu pour tout le monde. Mais il m'intéresse quand même, j'ai vachement envie de le voir quand même, celui-là. Le budget, il est de 175 millions, donc c'est assez classique pour un Pixar quand même de ces années-là, on va pas se mentir. Et voilà, pour la production, on va passer à la critique, Ista. Yes, on y va. Mais avant, la bande-annonce. Je m'appelle Joie, et elle c'est Tristesse. Je vous présente Colère. Elle c'est Dégoût. Voilà Peur. On adore Riley. Les souvenirs vraiment importants sont là. Ils sont joyeux pour la plupart. Je voulais en toucher un pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Tristesse! Elle a détraqué le souvenir. Tu es sûr que ça va? Je crois. Répare-le. Quoi? Un souvenir de la mémoire centrale. J'ai le droit de le dire, le gros mot, là. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 5 émotions sont au travail. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Donc on retrouve Amy Poehler en tant que joie, Lewis Black en tant que colère, Mindy Kaling en tant que dégoût, Bill Hader du SNL je crois, en tant que peur, Phyllis Smith en tant que tristesse et le cast français, on a Charlotte Lebon en tant que joie, Charlotte Lebon qui était Miss Météo je crois sur Canal+ à l'époque, Gilles Lelouch en tant que colère, Mélanie Laurent en tant que dégoût, Pierre Ninet en tant que peur et Marie-Lou Berry en tant que tristesse. Et je vais te poser la traditionnelle question, Ista, qu'est-ce que tu as pensé du film que tu as revu du coup, parce que tu vas nous expliquer comment tu l'as vu la première fois et qu'est-ce que tu en penses maintenant, rapidement. Ouais, je l'avais vu au cinéma quand il est sorti. J'en étais sorti, j'avais bien aimé. Après, là, je m'en souvenais plus trop parce que j'avais plus revu depuis 2015, quoi. Donc là, je l'ai revu. Je savais pas trop si j'allais
re-aimer ou pas, ou si j'allais trouver des défauts, etc. Et ouais, ça marche bien, quoi. Ça marche super bien. Le concept, il est génial. C'est un super concept qu'ils ont trouvé. Ça marche. Enfin, ça donne des scènes assez vraiment, vraiment chouettes que moi j'aime beaucoup. Il y a aussi des différents styles d'animation dans le film qui donnent un côté bien, bien sympa au film, quoi. Et ouais, moi je trouve que ça marche bien, que l'histoire de Riley. Tu comprends le personnage, tu comprends un peu tous les personnages, tu vois les émotions d'un peu tout le monde. Et puis les émotions sont assez attachantes, les personnages des émotions qui ont des émotions. Mais ouais, ça marche super bien, franchement. C'est un concept super, qui est clairement, je pense, leur meilleur concept depuis Toy Story, avec lequel je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses avec. Ouais, pareil, moi je l'avais vu aussi en 2015 à l'époque et j'étais assez jeune, mais j'avais adoré. Je m'attendais pas vraiment, enfin j'étais parti le voir un peu comme ça à l'époque et j'avais adoré. Et j'étais pas vraiment revu depuis, je crois que je l'avais revu une fois vite fait, mais en tout cas ça fait longtemps que je l'avais pas revu et j'avais peur du revisionnage et ben non, enfin c'est toujours un de mes Pixar préférés, quoi. Après tout ce temps, quoi, je le trouve vraiment mais fabuleux parce que déjà l'idée de base c'est une idée de génie, mais après bon, Pixar ils nous ont habitués aux idées de génie à chaque fois, quoi. Enfin les jouets qui s'animent, enfin le Monstres et compagnie, juste l'idée aussi, enfin c'est que des idées qui sont super, quoi. Ils ont toujours des idées de base super et c'est est-ce que le film va tenir la route vis-à-vis de ça, mais moi je suis impressionné le nombre d'idées qu'ils ont eu dans le film, quoi. Le nombre d'idées visuelles et même d'idées tout court par rapport au récit, pour implanter ça, pour rendre le tout hyper cohérent et hyper digeste, en fait. Parce que on comprend mais vraiment tout dans le film, quoi. C'est un truc de malade, genre comme si c'était normal, tu vois. Bah oui, ça marche comme ça, tu vois, très bien, les émotions, les souvenirs et tout. Tu regardes le film, tu te dis mais tu te poses pas la question vraiment, quoi. C'est vraiment ça passe clean de fou, quoi. Et ouais, c'est un des films où je suis le plus émotionnel, voilà, le plus émotif devant de Pixar, quoi. Moi, il m'émue pas mal quand même, ce film. Il est hyper universel, parce que là on parle de Pixar qui fait des films pour enfants et aussi pour parents, en fait, pour tout âge, mais moi je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que pour ce film, quoi. Enfin après je dis ça là-haut sur les 5 premières minutes t'as un vieux, sa femme est morte. Voilà. Je dis ça, il y a plein de trucs comme ça. Pixar, ça a toujours un peu, c'est ça, même Wall-E, voilà, tu sais, ça dénonce un peu le capitalisme, enfin oui, mais il y a un peu toujours ça, mais tu vois là par exemple la morale de ce film là, c'est une des premières fois que je vois une morale comme ça dans un film, tu vois. Même que ce soit de Pixar ou quoi, de films d'animation, même de films tout court, quoi. C'était en plus en 2015. Je pense qu'on n'était pas psychologiquement, on n'était pas là où on était maintenant. Et je le trouve vraiment juste. Vraiment, le film est vraiment juste sur ce qu'il raconte, quoi. Et voilà, on va rentrer dans le tas. J'avais un souvenir, parce que là je peux pas en parler parce que j'ai pas revu le film dans ces conditions, mais que la 3D était très bonne. À l'époque, je l'avais vu en 3D au cinéma. Et je trouve que ça marchait super bien. Voilà, je voulais juste le noter parce que je l'ai pas revu en 3D malheureusement. Moi non plus. Film. Mais j'ai vraiment un bon souvenir que la 3D était très bien. Mais je crois que sur les Pixar en général, c'est plutôt bien les 3D. D'ailleurs. Oui, je m'en sors l'animation, c'est pas trop dégueu la 3D, ouais. Et on va parler du premier truc qui me saute un peu aux yeux. C'est l'univers, quoi, quand même. Putain, l'univers de ce film. Comme j'ai dit, ils sont très forts pour créer des univers totalement nouveaux, mais qui semblent totalement cohérents. Et surtout par rapport à ce qu'ils veulent raconter, ils créent toujours un univers vis-à-vis de ça, quoi. Putain, mais la relation jouet-enfant, mais en fait, c'est la meilleure relation que tu peux faire dans un Toy Story. Les monstres, le monstre sous ton lit et tout, pour parler aussi de cette relation-là, ça marche du feu de Dieu. Enfin, ils ont toujours des idées, Pixar, mais élémentaires, que quand tu fais une histoire d'amour impossible, tu mets un élément feu, un élément eau, ils peuvent pas d'immigration. Ouais, bien sûr, mais ils peuvent pas se rejoindre, quoi. Ils peuvent pas être ensemble, le feu et l'eau, et pourtant ils vont te montrer dans le film que si, tu vois, ils ont toujours des idées visuelles vis-à-vis de ça, quoi. Et là c'est encore ça, quoi. Mais pour parler des émotions et pour l'acceptation de ces émotions, on va te créer plein de petites émotions dans ton cerveau et voilà, te créer tout un univers autour de ça, quoi. Et ouais, moi je trouve ça génial. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Sauf Cars. Parce que pour moi, Cars, que ce soit des petites voitures, que ce soit des avions, que ce soit n'importe quoi, ça change absolument rien au récit, en fait, tu vois. Alors que ce récit-là, tu peux pas changer le concept, en fait. Le concept, c'est impossible. Là, non, parce qu'il y a énormément de règles, il y a tout un monde, même sur les rêves, il y a il y a des îles, il y a des tuyaux, il y a des trucs de commande et tout. Enfin, c'est vraiment un univers créé de toutes pièces, quoi. Et, c'est original de fou, hein. Cette histoire, tu ne peux la raconter ça semble que tu peux la raconter à peu près que comme ça, tu vois. Alors que quand je vois Cars, tu vois, je me dis, c'est des voitures, mais en vrai,
Tu vois, c'est Oui, ça pas, aurait pu être des humains, quoi. Ça aurait pu être des humains. Oui, puis ça aurait pu être pareil, des quoi. humains, ça aurait pu être ça aurait pu être des avions. Tu vois, pourquoi c'est des voitures? Tu vois, c'est pas. Alors, Pour moi, ça c'est existe, ça. mais c'est pas Pixar qui vient C'est un peu ça que j'ai contre Cars, voilà. Maintenant que Ouais. les fans de Cars vont me tomber dessus. Mais je voudrais juste m'attarder sur les 10-15 premières minutes du film. Je crois que c'est les 10-15 premières minutes les plus magistrales que j'ai vues dans un Pixar. Parce que le film, il arrive, mais en 10-15 minutes à te faire comprendre tout l'univers À dans tout lequel on se exposer, trouve. ouais. À nous l'expliquer progressivement sans nous perdre et en étant mais parfaitement cohérent, quoi. On démarre avec joie, donc on comprend qu'elle est là, puis après on a les autres émotions qui arrivent, on comprend le système de souvenirs, le souvenir principal qui va donner des îles de personnalité, et genre il y a une vraie progression petit à petit, on comprend l'univers, et après ce sera exploré après vraiment dans le film, mais on te pose des bases pour que dans tout le film tu arrives vraiment à t'imprégner cet univers et que tu fasses bah oui c'est totalement logique, quoi, ce qui te donne les bases qu'ont les émotions qu'ont les émotions, quoi. Et après, après ils vont explorer plus loin et tu vas explorer avec joie et tristesse, quoi. Qu'est-ce que t'as plus loin en travers les îles, tout ça. C'est ça. Avec le train de la pensée, etc. Ce genre de choses. Et ouais, bah après ça c'est un des gros points forts, c'est le nombre d'idées qu'il y a dans la tête de Riley, quoi. Et il y a un petit peu ce côté industrie du cerveau, tu sais, ils seront un peu... Oui, ça fait un peu des usines et tout. C'est ça fait un peu Monstres et compagnie. D'ailleurs, Monstres et compagnie, c'était un peu ça, des usines pour aller faire peur à des enfants et tout. Et il y a un peu ce truc-là avec les rêves, où ils commandent des rêves, ils programment des rêves. D'ailleurs, la fabrique de rêves, c'est un peu Hollywood, quoi. C'est complètement ça, ils créent des films. Les personnalités, c'est un peu des parcs à thème, en fait, où chaque personnalité, bah, c'est des parcs, quoi. Enfin, ça fait très Disney, ça, d'ailleurs. Très Disney, ouais, c'est des landes, quoi. Ce serait des landes dans un parc, ouais. C'est ça, c'est un côté hyper industriel, et je trouve ils ont réussi vraiment à respecter ça et tout, avec les travailleurs qui retirent les souvenirs, tu vois, et qui se font chier. Enfin, t'as un peu ce côté-là. Et toi, c'est quoi les idées visuelles, toi, qui t'ont un peu bluffé dans le film, toi, Ista? Les idées visuelles? Ouais, ou les moments, tu vois, le Hollywood, est-ce que c'est les trains des rêves ou ce truc comme ça? Quand ils passent dans le truc interdit, là, que ça change de... Oui, le truc abstrait, là, ils deviennent abstraits, voilà. Oui, c'est le passage où, en fait, c'est une porte un peu dissimulée, où c'est les idées abstraites du cerveau, et là, bah là, il y a un super travail d'animation où, bah là, ça change, en fait, tout simplement de style. Ça change de style d'animation, ça devient de la 3D un peu en papier mâché, après ça devient de la 2D carrément, vraiment de la 2D abstraite où ça devient juste une étoile et puis des lignes, il n'y a plus rien, quoi. Mais oui, ça devient des allégories bizarres, quoi. Ça devient une ligne, tu vois. Et j'adore même le passage au moment où ils doivent passer la porte, et là ils n'arrivent pas à passer la porte et tout. Mais de toute façon, t'as juste à te mettre par terre et ça fait une ligne, en fait, puisqu'on est en aplati, quoi, tu vois. Donc en fait, du coup, ils passent le truc et il y a plein d'idées comme ça, quoi. Et en vrai, c'est un passage qui paraît un peu gratuit, mais en fait, ça enrichit vraiment l'univers du truc, quoi. Et moi, à chaque fois, le film, il est ponctué par des idées que j'adore, quoi. En fait, déjà, ils arrivent, ils font comment on va donner une idée à Riley, entre guillemets. Ils prennent une ampoule, ils la mettent dans le truc, et il faut qu'elle l'accepte pour qu'elle s'illumine. Mais enfin, c'est du génie, quoi, parce que tu comprends direct, parce que t'as l'image de l'ampoule, tu sais, quand t'as quand t'as une idée, et bah c'est que des trucs comme ça pendant tout le film, tellement le film il est généreux, quoi. L'alimentation des souvenirs principaux qui te créent ta personnalité, on a tout ça en vrai en nous, des souvenirs de quand, je sais pas, moi j'ai découvert Batman, je pense, et du coup ça m'a donné vraiment cet attrait pour Batman, et je vais pas dire que c'est ma personnalité, c'est pas Batman, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, mon attrait pour le cinéma, bah c'est forcément lié à un ou plusieurs souvenirs qui m'ont créé une personnalité là, et tu sais, c'est marrant de se mettre soi-même à sa place et de se dire putain, c'est quoi moi mes îles de personnalité, tu vois. Ouais, clairement. Et il y a une scène que j'aime bien dans le film qui montre un peu les personnalités des parents. C'est la scène à la table, à la table, et que voilà, elle va pas bien. Où tu vois les émotions dans la tête de la mère et de la tête du père. Et que c'est assez drôle, je trouve, tout ce passage-là. Même si en fait, ce qui se passe, c'est pas drôle, mais en fait, c'est assez drôle. En fait, c'est drôle dans leur tête. En fait. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ils ont adapté le truc, et ils ont tous une moustache sur du père, tu vois, les émotions du père, c'est juste, c'est hyper drôle, tu vois, je trouve, comme tout. Et même d'ailleurs, la DA de la cerveau du père, elle est différente, on dirait un bunker, tu vois. On voit que c'est des militaires et tout, tu vois, parce qu'ils ont des personnalités différentes de Riley, et d'ailleurs, leur émotion principale n'est pas la même. Ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, bien sûr, parce que oui, le père, c'est la colère, qui est vraiment le chef, quoi. Contre la mère, c'est quoi? C'est la tristesse. Ah, c'est la tristesse, ok. Ouais. Et tu sens que leur émotion principale, c'est pas tous la même, parce que elle, Riley, c'est une fille qui est
bourrée d'énergie, de joie, c'est une boule de joie, quoi. Donc c'est un peu son émotion principale, c'est un peu ça. Mais alors que tu vois que la mère, le père, et en fait chacun de nous, on a un peu des trucs différents. Ça veut pas dire que genre le père il est tout le temps en colère, tu vois, mais il y a un peu t'es un peu drivé par une certaine émotion aussi, tu vois. Ah bah clairement. Oui, bah c'est comme ça qu'il s'est montré en tout cas dans le film. En tout cas, ouais. Et ça fourmille d'idées. Moi j'aime beaucoup le train de la pensée parce qu'il y a une expression en anglais où on dit c'est le train of thoughts. Okay, En français, c'est le fil de la pensée, tu vois. Ok, ouais. Mais eux, c'est the train of thoughts. Du coup, le train de la pensée. Du coup, ils ont fait un vrai train qui voyage dans la pensée c'est que des idées comme ça, quoi. Ouais, après, ils font littéralement ce qui est dit dans les. Ouais, voilà. Ils ont pris une expression et ils en font vraiment un truc dans la tête de Riley, quoi. Et voilà, il y a tout ce passage aussi subconscient où on a toutes les peurs de Riley, où on a une ambiance un petit peu horrifique avec le clown et tout. Oui, aussi super. Ouais, qui est une peur très enfantine, la peur enfin même enfantine, je dis, il y a des adultes qui ont peur des clowns aussi, mais c'est un truc un peu enfantin, quoi. Il y a un aspirateur aussi. L'aspirateur de mamie, ça m'a fait rire parce que je me dis, ça c'est un truc vraiment d'enfant d'avoir peur des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est quand t'as ceux qui vident les souvenirs perdus là. Mais ça me rappelle parce qu'il y a des choses qu'on se souvient plus, c'est vrai. Et après on te dit mais tu te souviens de ça? Bah non, je m'en souviens plus. Et puis en fait dans ta tête il y a des bonhommes qui viennent et qui t'aspirent les trucs et qui les jettent à la poubelle, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait dans la vraie vie, c'est que chaque jour t'as des souvenirs que tu te fais et en fait ton cerveau il va surcharger de souvenirs. Il y a des souvenirs de merde et j'adore les répliques ils sont en mode les présidents, on se souvient juste de ceux-là, de toute façon les autres on s'en fout. Et tu sais c'est que des trucs comme ça. Ou les numéros de téléphone, je crois que ils disent les numéros de téléphone on s'en fout, de toute façon maintenant tout est noté dans les téléphones portables donc t'as pas besoin de te souvenir, du coup on dégage, tu vois. Ouais. Que des trucs comme ça, tu dis bah oui en fait c'est ton cerveau c'est fou quand tu te dis mais enfin là je suis hyper enthousiaste parce que je me dis mais ils ont vraiment réfléchi à se dire mais comment mon cerveau est réfléchi et je vais te donner une idée avec des petits personnages et tout, c'est trop bien, quoi. Bah oui, je pense qu'ils ont pensé comment ton cerveau pense, les pensées, les souvenirs, les amitiés, tout quoi. Ouais. Et ils ont pas quand même enlevé le côté enfantin quand même du truc, même si chacun peut se reconnaître dans le truc, mais t'as un monde imaginaire qui foisonne d'idées, genre dans sa tête elle a une forêt de frites, tu vois, mais tout ça c'est vrai, ouais, mais tout ça disparaît parce que pour moi c'est le film il raconte aussi le passage de l'enfance à l'adolescence en fait. Ah bah oui, mais après c'est ça qu'on voit qu'il y a des trucs qui vont disparaître parce qu'en fait elles changent de personnalité en fait, tout simplement. Quand tu grandis, au bout d'un moment t'as plus les mêmes délires. Et je pense que d'ailleurs il y a un moment qui est un peu qui me fait un peu mal émotionnellement, mais qui est hyper vrai, c'est ce moment où non, c'est pas ça. Bing Bang, on en reparlera après évidemment, mais c'est le passage où en fait le père il a un truc, c'est que pour remonter le moral de sa fille, à chaque fois il fait le singe et c'est un truc qu'ils font entre eux. Ouais. Et à un bout d'un moment, elle est déprimée et en fait elle a un peu grandi et son père il fait le singe pour en fait la faire rire et ça marche plus en fait. Non, ça marche plus. Ouais. Parce qu'en fait elle a grandi, en fait c'est plus des trucs qui marchent, tu vois, c'est des trucs qui s'effacent de ton esprit et t'as ce petit côté un peu mélancolique, tu dis bah oui c'est vrai que je pense que mes parents ils ont dû faire des trucs comme ça, tu sais, pour me un peu un peu des délires et puis quand t'es dans la préadolescence adolescence t'es en mode ouais mais ça me fait plus rire, je suis plus comme ça, tu vois, et c'est un peu, ça fait mal au cœur parce que tu te dis putain mais j'ai un peu cette innocence et ces trucs en moi que t'as pu, mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, tu grandis. Ouais complètement, et puis c'est tout le film il est là-dessus, et la destruction des îles, c'est ça, hein, la destruction des îles, bien sûr, de l'amitié, tout ça, parce que tes amis que t'avais quand t'étais gamin, de toute façon tu vas les perdre, parce qu'en plus elle a déménagé, elle va avoir d'autres amis, etc. Enfin elle va se faire une nouvelle vie, etc. Et à la fin ça va reconstruire des nouvelles îles parce que voilà ça va être l'adolescence en gros, quoi. Ouais c'est ça, elle rentre dans l'adolescence, elle change, je pense que c'est là d'ailleurs où tu changes un peu de personnalité quand t'arrives au collège entre guillemets, tu t'es plus vraiment le même qu'avant, et puis après à l'adolescence tu changes encore vraiment plus, mais voilà il y a vraiment ce passage là dans le film d'émancipation, j'ai envie de dire aussi, quelque part, et c'est vraiment bien fait, je trouve, et de toute façon on en reparlera, il y a tellement de trucs à dire, enfin mon cerveau il fuse tellement autour du film parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles vis-à-vis du film, quoi. Parce qu'il y a aussi le côté où tu sais au début, enfin il y a des trucs qui se passent qui sont bizarres, qui se passaient pas avant, genre quand Tristesse touche une boule, la boule bleue ne peut plus redevenir jaune, quoi, et ils disent c'est bizarre et tout. Alors pour ça, pour le coup, c'est en fait c'est transposé, mais par exemple Tristesse elle a pas sa place dans le film en fait au début.
Ouais. Elle est tout le temps mise de côté par Joie. Et Joie, elle est constamment en train de dire je veux pas te faire une tristesse, occupe-toi ailleurs, parce qu'elle veut pas que Riley, en fait, Soit triste, ouais. soit triste, en fait. Et c'est normal, elle est un peu comme ça, quoi. Et le parcours de Joie, c'est d'apprendre que la joie, c'est pas la seule réaction possible à des situations, en fait. Parce qu'elle a fait confiance qu'à elle-même, elle laisse presque que la joie comme émotion, parce que les autres, elles voient un peu leur utilité, genre peur et tout, mais l'autre, elle est en mode non, mais je veux pas qu'elle soit la tristesse. Et en gros, à la fin du film, elle apprend que la tristesse est aussi nécessaire pour avoir un moment, des moments heureux, en fait. Tu peux pas être tout le temps heureux dans la vie. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et tu peux transposer ça à Riley, qui, elle, ne laisse pas du tout la place à la tristesse, en fait, dans sa vie. Elle l'enfouit en elle, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'elle tombe dans une genre de dépression et elle perd la capacité d'exprimer certaines émotions. À un moment dans le film, joie et tristesse sont absents de l'endroit principal où ils sont. Et du coup, Riley ne ressent plus de joie ni de tristesse, ce qui est un peu... Elle a peu déprimée, non? C'est un peu de la dépression. C'est un peu les symptômes d'une dépression, tu vois. Il nous reste un peu que la colère de temps en temps, la peur, mais elle a plus de joie ni de tristesse. Elle est vraiment vidée de certaines émotions, quoi. Et en fait, elle apprend à guérir au moment où elle exprime ses sentiments et plus particulièrement sa tristesse. Et c'est hyper bien retranscrit dans le film parce que d'un côté tu suis Riley et si même il n'y avait pas les émotions, tu comprendrais parfaitement son état. Et en fait, ils arrivent à expliquer des états naturels qu'on a pendant la dépression avec des petits personnages, quoi. Tu vois, oui, c'est ça en fait dans sa tête. Ouais. Et tristesse, elle est constamment mise de côté. Et c'est pour ça qu'elle touche les boules de souvenirs, je pense, c'est que elle a une volonté d'exister, en fait, au sein de Riley, tu vois. Tristesse. C'est pas parce que t'enfuis ta tristesse qu'elle va pas ressortir à un moment. Et il y a ce moment où elle est devant la classe et elle se met à pleurer, où c'est le moment où elle craque, tu vois. Où tristesse, t'as enfui ta tristesse au plus fond de toi, mais non, elle va finir quand même par ressortir à un moment et tu vas craquer devant tout le monde. Et c'est ça, en fait, ce moment-là, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que le film est super bien et super intelligent, quoi. Ouais, oui, non, mais il est vraiment bien fait là-dessus. Et Tristesse a un vrai parcours tout le long du film, vachement intéressant. Ouais, comme tu dis au début, elle est un peu mise de côté. Et puis après, même Joie, elle va lui dire en fait, t'es bien et tout. Elle lui dit à la fin, en fait, t'es cool, quoi. Oui, t'es nécessaire aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'elle pense qu'elle sert à rien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le comportement de Tristesse pendant tout le film, c'est qu'elle se fait traîner par Joie. Oui, parce que en fait, je pense dans le cerveau de Riley, elle a tellement pas la place à la tristesse qu'en fait, elle sert à rien, la tristesse. Et donc en fait, elle se laisse dépérir comme ça, et c'est marrant, je trouve, parce qu'elle est en dépression comme Riley. Enfin, il y a que des parallèles qui sont hyper bien faits, je trouve, dans le film. Et là, je pense qu'on peut parler un peu des émotions, peut-être de Riley, un peu plus en détail. T'aimes bien leur design, toi? Oui. Colère, moi j'aime beaucoup Colère. Je trouve que par contre, c'est super bien trouvé. Bon, Jill est tout rouge, voilà. Bon, après, la colère rouge, ouais, c'est facile à trouver, quoi, sur le coup, parce que, ouais. Mais le fait que, tu sais, en fait, il sort toujours les deux, il tape le poing, il sort les deux manettes et il y a le feu qui sort de sa tête, là. Ouais. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça super bien trouvé, quoi. Après, ils ont des designs, je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait des particules, un peu de coton, mais en même temps un mix de peluche. Tu sais, c'est très spécial. Je vois un peu. Ouais. Parce qu'ils ont des petits poils, c'est très chelou comme truc. Et je trouve que ils utilisent très bien les couleurs dans le film, en fait, parce que chaque émotion est définie par une couleur. Donc voilà, la tristesse c'est le bleu parce que c'est la couleur de la tristesse souvent, les larmes. La colère en rouge, voilà, c'est la rage. La peur, elle est en violet. Ça peut signifier, parce que c'est pas forcément une émotion négative, mais ça peut signifier la sagesse aussi. Oui, parce qu'il y a, tu sais, la peur, au début, il montre quand genre il y a une prise et qu'il faut lever le pied au-dessus d'une prise. Oui, c'est lui qui est, c'est la prudence aussi, tu vois, la peur. C'est pour ça qu'aussi il y a tout un truc dans le film, c'est qu'on a l'impression que c'est 4 émotions négatives et il y a que joie qui est positive, mais en fait, après c'est le parcours du film, c'est qu'en fait non, tu vois, les 5 émotions ne sont ni négatives ni positives, c'est juste des ressentis qu'on a. On a tous besoin d'être en colère de temps en temps. On a tous besoin d'être triste de temps en temps. Et la peur, on a besoin de la peur pour faire des décisions peut-être un peu plus réfléchies. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu... Tu sais, qu'il a tous les scénarios. Au bout d'un moment, il sort des scénarios possibles de dangers à éviter pour protéger Riley. C'est un peu ça aussi, la peur. Donc c'est pas forcément des émotions négatives et c'est la morale aussi du film. Mais pour revenir juste aux couleurs, je trouve qu'ils utilisent très bien les contrastes de couleurs dans la vie réelle. Parce qu'en fait, Riley, au début, elle est multicolore, quoi. Elle a un t-shirt...
qui est de toutes les couleurs quand elle arrive dans sa nouvelle maison, et tu vois le décor, mais tout est fade, quoi. Tout est gris, dans le décor, tout est sûr. gris dégueulasse dans sa vie et tout. Et au fur et à mesure du film, on voit qu'elle change de tenue, Riley, et qu'à la fin, elle est toute en noir, parce qu'elle est vidée, en fait, de ses émotions. Quand elle est dans le bus et qu'elle s'apprête à fuyer et à partir, elle est plus rien, quoi. Elle a plus de couleurs. Et donc, il y a vraiment tout un travail au niveau des couleurs. Je pense quand même que le design le moins réussi des 5 émotions, c'est quand même joie, je pense. Ouais, ok. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre parce que déjà c'est la seule émotion qui est pas d'une seule couleur. C'est la seule qui est jaune. Bleu. Ouais, elle est jaune, parce qu'elle rayonne, quoi, comme la joie, j'imagine. Mais elle a une coupe bleue et elle a une tenue verte. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Peut-être que la coupe bleue, c'est peut-être pour dire que derrière la joie, il y a aussi la tristesse. Mais je sais pas, tu sais, j'ai essayé. Là, je suis en plein métaphore, là. Je sais pas où je suis. Parce que ça, après, ça, c'est plus à la fin du film quand t'as toutes les émotions. En fait, à la fin, t'as plein de boules multicolores, tu sais, qui ont plusieurs émotions. Oui, oui. Mais je veux dire, le design de elle, pourquoi elle a des couleurs bleues? C'est la seule qui a d'autres couleurs, tu vois. C'est pour ça que je m'interroge. Parce que je pense que si tu la fais toute jaune, ça passe pas à l'écran, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, peut-être. Mais après, toutes les autres, ils sont de la même couleur. C'est pour ça que je me pose la question. Mais ouais, c'est peut-être celle qui a le design le plus simple de tous, je pense. Oui. Alors que, tu vois, colère, le moins... Comment dire? Je trouve pas le mot, mais le moins atypique, quoi, je dirais. Oui, le moins recherche. Elle fait plus. En fait, c'est peut-être parce que c'est le perso principal aussi. Ouais, je pense. Ouais, elle fait plus humaine que les autres, en tout cas. Tu vois, elle fait plus banale que ouais, mais tu vois, par exemple, je pense à Dégoût. Dégoût est vraiment en mode. Tu sais, c'est la meuf. Là là, comme ça, je sais pas, tu vois, avec la... Ouais, mais j'aime bien Dégoût parce qu'elle a un peu ce dédain tout de suite. Tu ouais. vois, ça lui va très bien, quoi. En fait, ils ont tous des personnalités très fortes et ouais, peut-être joie et peut-être plus basique, quoi. C'est peut-être ça. Après, c'est peut-être juste celui qui me plaît le moins, tu vois. Parce que colère, je trouve ça génial. Le mec tout rouge qui a la tête en feu. Et j'adore aussi ses journaux. Je crois qu'il a des journaux en rapport avec ce qui se passe dans la vie de Riley. Ah oui. En titre et tout. Il a un petit côté Jonah Jameson. Je trouve le truc, je trouve super. Et Peur, je trouve le design super parce que c'est un mec qui est tout peur, il est tout fin, il est tout comme s'il mangeait pas assez, tu sais, genre ça lui va bien, quoi, en tant que Peur, d'être tout fin, tout frêle et tout. Ça, je trouve qu'ils ont bien trouvé le truc, quoi. Ouais. Je t'entends penser un peu comme Sammy de Scooby-Doo, j'allais dire. Il y a un peu cette idée-là, tu sais, les personnages un peu frileux, un peu qui ont peur, ils sont un peu représentés comme ça, tu vois, tremblants, tout fin. Et voilà, ils ont bien respecté le truc. Peut-être que les designs des humains sont un peu plus classiques. Là, pour le coup, on va pas se mentir. Oui, du classique. C'est très Pixar, oui, voilà. On est d'accord. Tu l'as vu en VF ou en VO, le film, d'ailleurs? Je l'ai regardé en VF. Moi, je trouve que la VF est très bien. Donc, ouais, elle est pas mal, la VF. Ouais, elle est super. Alors, en plus, t'as vu, il y a pas mal de star talent, mais elle est bien. Hein. Elle est bien oui, aussi. Après, malheureusement, il y a beaucoup de star talent dans ces idées-là, mais pour le coup, je trouve que tous les acteurs, genre Gilles Lelouch en colère, c'est trop bien, je trouve, ça lui va trop bien. Et Charlotte Lebon est super en joie, je trouve, elle a une super voix, hyper enjouée, et vraiment, je trouve que ça marche bien. Pierre Ninet aussi, Mélanie Laurent et Marie-Lou Berry en déprimé aussi, ça marche plutôt bien. En fait, je trouve que ils sont plutôt bien castés pour du star talent. Voilà. Après, c'est des comédiens. Donc, oui, voilà, c'est aussi des comédiens, c'est pas non plus. Parce qu'après Star Talent, il y a Star Talent et Star Talent. Oui. Là, tu prends des comédiens, tu prends pas des footballeurs. Donc c'est ça le truc, donc ça va. C'est pas, ils ont peut-être pas été pris au hasard non plus, quoi. C'est ça. On n'a pas parlé de Big Bang. Si tu veux parler de Big Bang, vas-y. Big Bang, moi, j'ai un peu pleuré, quoi. Pareil, hein, franchement. Ouais. Moi, déjà, son design, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas son design parce qu'il est un peu moche, mais en vrai. Ouais, mais l'idée est bonne. Mais non, mais il est moche comme un ami imaginaire d'enfant, tu vois. Oui, c'est ça. De toute façon, il a un ventre en barbe à papa, une tête d'éléphant. Mais c'est ça. Ouais, oui. C'est les premiers trucs que tu montes à tes enfants, tu vois, des éléphants, des animaux. Donc il a un mix de tout ça. Et oui, il est un peu moche, mais comme les animaux imaginaires de beaucoup de gens, comme les peluches, même des enfants un peu défoncés. qu'ils aiment beaucoup, tu vois. Et ouais, c'est la chialade, quoi. C'est la chialade. Moi, je me souviens de l'époque quand le film est sorti qu'il y avait, il y en a plein qui avaient retenu ce truc-là, ce personnage-là, en mode rip Big Bang et tout, après quand le film était sorti. Mais ouais, en plus il se sacrifie à la fin pour pour faire grandir Riley, en fait, un peu, au final. C'est ça,
là, ça symbolise une perte d'innocence et d'imagination inévitable quand on grandit et quand on n'est plus enfant, en fait. C'est comme ça, c'est le destin de beaucoup d'amis imaginaires d'enfants, malheureusement. Mais ça fait tout. Enfin, moi, en tout cas, des personnages qui tombent dans l'oubli avec le temps et tout, moi, ça me touche beaucoup, tu vois. C'est thématiques, vraiment, ça me fait trop de la peine, tu vois, de le voir disparaître. Non, reste. Tu vois. Mais oui, ça marche super bien dans l'idée de perte d'imagination et d'enfance, d'innocence, quoi. Enfin, ouais. Et je trouve le personnage, il est un peu fun, voilà. Je le trouve vraiment sympa, moi, ouais. Et sinon, les trucs marrants, j'aime bien quand ils détruisent le château de cartes plusieurs fois. Là. Ouais, bah après, il y a plein de running gags dans le film. Et le film, il est très drôle, pour le coup. Je trouve que c'est un des Pixar les plus drôles aussi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il y a la vanne de la pub que t'as bloqué dans la tête. Oui, aussi, oui. Mais mais les mecs qui arrivent tout le temps. Ouais. Mais c'est des trucs que tout le monde. C'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment universel. Tout le monde a une pub ou un truc, une musique qui nous est restée dans la tête. Et j'adore l'idée que les mecs se fassent chier et que du coup ils envoient de la pub de temps en temps et tout. Et tu te dis, mais c'est vrai que des fois je pense à rien, je suis comme ça et j'ai une musique qui me vient dans la tête alors que y a rien qui la provoque, mais ça vient comme ça, tu vois. Comme si c'était inconscient et je trouve que c'est une super idée de l'avoir retranscrit comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait rire aussi. Oui, c'était une vanne qu'il y avait dans Kaamelott aussi avec la chanson à la volette là. Oui, c'est un truc, mais c'est très drôle. Ouais. Et après il y a plein de gags. Il y a le meilleur gag pour moi, c'est au bout d'un moment, je crois que c'est Bing Bong qui fait tomber une caisse, enfin 2 caisses. Et il y a une caisse avec les faits et une caisse avec les opinions. Et il dit, oh bah de toute façon on les mélange. Enfin t'inquiète tout le temps, c'est pas grave. Et je dis putain, vraiment le commentaire Twitter, ce que tu retrouves sur Twitter, là tu peux le retrouver. J'y ai pensé aussi. Je dis bah oui, c'est un peu ça dans nos têtes, on va pas se mentir, mais bon, il y a tellement de trucs. Le pauvre famille de nuages qui se fait disparaître à chaque fois. Quand Joie revient, je sais pas si tu vois quelle situation je parle, où t'as un bonhomme en nuage qui se fait souffler. Oui, avec des lunettes. Et ça revient avec sa femme, je crois, qui il retourne dessus. Enfin, il y a plein d'idées, plein de gags et. Il y a le garçon aussi qu'elle imagine Riley dans sa tête. L'ami imaginaire, elle a un générateur de petits amis imaginaires. C'est ça. Je trouve ça très drôle aussi, ouais, comme idée. Il y a toutes ces choses-là, et c'est vrai que ça va avec toutes les idées et tout qu'ils ont eues, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'idées, hein, ça les a beaucoup inspirés en tout cas, ce scénario. Ah bah là, tu sens qu'ils ont charbonné à l'écriture, ils ont se dit putain, ça serait cool de faire ça. Enfin, ils ont plein d'idées, et c'est ça que moi je kiffe dans le film, parce que il y a un truc, voilà, on va pas se mentir, il y a un truc un peu redondant dans les films Pixar, c'est qu'ils partent tout le temps à l'aventure, les personnages. Ah oui, ça, oui. Il y a un peu de ça, hein. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est que, mais tu vois, dans mon souvenir, je me dis, putain, ça va être peut-être un peu chiant. Et en fait, ça arrive pas si tôt que ça, parce que ça arrive quand même à 30 minutes de film que les 2 personnages se retrouvent volés à partir à l'aventure. Et en fait, je m'en fous parce qu'en fait, le film, il s'essouffle pas parce que ce qui me fait suivre le film, c'est en fait, à chaque fois, on a une nouvelle idée des nouveaux endroits qu'on veut explorer, en fait, tu vois. Donc oui, c'est 2 personnages qui partent à l'aventure et qui vont après avoir un parcours et tout. Effectivement, c'est très classique. Mais en fait, juste de voyager dans la fabrique des rêves, puis après d'un voyager dans le subconscient, puis d'aller dans les idées oubliées. Enfin, tu sais, c'est ça qui me tient en haleine dans le film, quoi. C'est pour ça que ça marche pour moi, je trouve. Ce parcours-là, quoi. Ouais, bah clairement, le film, il a un très bon rythme, et c'est vrai qu'on voit pas le temps passer, il passe très vite. Hein. C'est juste un prétexte, en fait, pour explorer le cerveau de Riley. C'est ça, ouais. En fait, ils ont créé tout un univers, et c'est un prétexte pour que tu vois tout l'univers au final, quoi. Oui, bah, c'est vraiment ça, quoi. Et j'aime beaucoup aussi la scène quand ils essayent de faire réveiller Riley, et qu'ils se transforment le rêve en cauchemar, en gros, mais sans faire exprès. C'est très drôle, avec le chien découpé en 2, là, Oui, et ils se rendent compte que, parce qu'elle est dans la surprotection, Joie, elle dit non, faut pas faire ça, et en fait, elle se rend compte que ça marche, en fait, pour la réveiller et tout. Enfin, ils ont plein d'idées, et d'ailleurs, on peut parler de la fabrique d'Hollywood, mais c'est génial d'avoir pensé à ça, pour faire des rêves. C'est qu'en fait, t'as un film dans le film, en fait, et qu'en gros, c'est des petits personnages dans ta tête qui te préparent des rêves, et en plus, vis-à-vis de ce qu'elle a vu dans la journée, ça m'étonne pas, là, il y a ce moment où elle a pleuré devant toute la classe, va le revivre, mais d'une manière un peu différente, comme dans les rêves, tu vois. Et après, ça part en couille, comme parfois dans les rêves, donc, tu vois, il y a des scénaristes et des trucs et tout, je trouve ça trop drôle, tu vois. Et le fait que ça part en couille avec, Joie et tout, qui font le bordel, ça me fait rire, parce que c'est vraiment les rêves. T'as des rêves comme ça qui commencent normal, et puis après ça part en n'importe quoi et tout, donc c'est souvent ça d'ailleurs, ça part toujours de situations réelles, où t'as l'impression que c'est là, et t'as toujours des trucs qui sont pas à leur place, ou des trucs un peu bizarres, tu te dis mais où tu te retrouves dans ta vie de tous les jours et tu vois un mec que t'as pas vu depuis 50 ans, et tu lui parles normal et tout, tu fais mais André Vion, tu dis mais pourquoi je pense à ce truc là, mais très très bizarre.
J'aime beaucoup aussi Peur qui commente parce qu'il voit le rêve en direct. Et, il dit oui, il dit. Genre, j'imagine, on n'a pas de pantalon. Ah bah voilà, forcément. Ouais, c'est classique. Puis au bout d'un moment, il dit, elle gagnera pas un Oscar, celle-là. Ouais, non, c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin bref, moi j'adore tous ces aspects-là du film. Et j'adore aussi que le film n'oublie pas de s'adresser aux enfants parce que ça traite des changements qui arrivent à ces âges-là. Car on commence à commenter plein de choses. Parce qu'ils disent qu'elle a 11 ans, je crois. C'est ça. Parce que, et après, tu vois, il y a un peu ce truc-là, elle a une dépression à 11 ans parce qu'elle déménage, et ça peut paraître genre abusé, mais je pense qu'à 11 ans, de déménager, perdre tous tes amis et tout aussi. De perdre tous ses amis, parce qu'elle avait eu l'air d'avoir une enfance très très heureuse, on va pas se mentir, c'était vraiment la joie qui dominait sa vie, et de quitter tout ça, quand t'as 11 ans, c'est peut-être le pire truc qui puisse t'arriver, tu vois, d'aller dans une ville que t'aimes pas, etc., c'est horrible, quoi, pour un enfant. Alors si la maison est pas horrible en vrai, où elle va, hein. Mais bon. Non, mais tu sais, t'as ce truc où la maison elle est un peu délabrée, le mec en plus avec le camion il est perdu, je sais pas où. Ouais, ça je comprends pas, ça c'est n'importe quoi. Ça, et du coup elle a pas ces trucs, et t'as perdu tes amis et tout, et en vrai, de déménager, moi j'ai pas vraiment déménagé, mais quand j'entends des gens qui ont déménagé vers ces âges-là qui en parlent, t'avais l'impression que c'était la fin du monde pour eux, tu vois, à ce moment-là. Je comprends, oui. Alors que pour nous, quand tu le vois le truc maintenant, tu dis non, c'est ridicule, elle a juste déménagé, oui, c'est un peu dur, mais c'est pas si grave. Mais à 11 ans, oui, c'est grave, tu vois. À 11 ans, tu as ta vie gamin là-bas avec tous tes amis. Oui. Elle avait son équipe de hockey, tout ça, ouais. Et je trouve que ça s'adresse aussi aux adultes parce que, en fait, la morale de l'histoire, d'accepter ses émotions dites quand même négatives, de pas enfuir ses sentiments, qu'on perçoit comme positifs ou négatifs, mais de leur faire face, en fait, c'est pas que destiné aux enfants, en fait, cette morale-là. Parce qu'en fait, il y a énormément d'adultes qui ont des problèmes à exprimer leurs émotions, d'exprimer la tristesse, par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est un film qui te dit que c'est ok, en fait. Que t'as besoin de passer par là pour être heureux, en fait. Et... Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé tout cette payoff là autour de... Tu sais, il y a un événement quand elle était gamine avec l'équipe de hockey. Oui, c'était un souvenir heureux et qui va devenir... Voilà. Un peu mélancolique. Des souvenirs heureux qui est devenu mélancolique. Et en fait, elle était triste même à ce moment-là au final parce que en fait, elle avait tiré contre son camp. Elle avait marqué contre son camp en fait. Et c'est là qu'elle se rend compte, Joie, qu'en fait, d'un souvenir heureux ça vient d'un souvenir triste peut découler sur un moment heureux en fait, tu vois. C'est que les deux sont liés aussi, tu vois. Et d'ailleurs c'est très bien symbolisé à la fin par la boule de souvenir qui est créée au moment où elle fait le câlin avec ses parents, qui est bleue et en même temps jaune, dorée, quoi. Donc en fait, et c'est là où aussi qui est bien, c'est que tu te rends compte que les émotions, c'est pas que juste la joie ou que la c'est pas unilatéral, tristesse. quoi. C'est ça, c'est pas unilatéral, c'est plus complexe que ça, tu vois. Il y a des trucs qui s'entremêlent, etc. Et d'ailleurs, les émotions eux-mêmes, en tant que personnage, je parle, joie, colère et tout ça, on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas des personnalités unilatérales non plus, en fait, tu vois. Joie finit par pleurer, et tristesse, elle est heureuse quand elle aide les gens, tu vois aussi. Donc tu te rends compte que c'est pas des persos où tu peux te dire la joie sera tout le temps heureuse et la tristesse sera tout le temps en train de pleurer et tout ça. C'est qu'il y a des trucs où les émotions sont un peu liées aussi, quoi. Oui, il y a même des moments où joie est un peu triste aussi. Ouais, elle pleure. Quand Big Mong, je crois qu'il c'est pareil, elle pleure, elle est triste, tu vois, de ce moment-là. Et c'est d'ailleurs le fait que ces souvenirs heureux deviennent des souvenirs de tristesse, c'est parce qu'en fait elle découvre la mélancolie, elle découvre la nostalgie en fait à ce moment-là, parce qu'elle sait qu'elle a perdu des choses qu'elle retrouvera jamais, et c'est là que la nostalgie se crée. Et donc de tes souvenirs heureux, quand tu y repenses, t'es un peu t'es un peu mélancolique, quoi. Tu dis c'est des trucs que je vais vivre plus, voilà, alors que c'est des bons souvenirs, tu vois, mais t'as un côté ce côté doux amer de ces souvenirs là, quoi. Pour ça c'est bien représenté quand même avec les boules de plusieurs couleurs, hein. Après, est-ce que c'est pas le passage à l'adolescence qui fait que maintenant tu mélanges un peu toutes tes émotions? Je sais pas. Oui, c'est ça. C'est que tu comprends que c'est plus complexe et que toi-même tu deviens plus complexe en tant qu'être humain, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Non, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, en fait, juste dégoût est peut-être un peu effacé, je trouve, dans le film, par contre. Après, comme je dis, c'est pas une émotion primaire, mais je me dis que c'est peut-être pour donner un peu de personnalité. En fait, parce que tu sais, les autres émotions, c'est un peu des émotions que tout le monde a, la peur, etc. Et en fait, dégoût, c'est peut-être ce qui va démarquer Riley un peu. Parce que tout le monde n'est pas dégoûté de la même chose, quoi. Ouais, voilà, tu vois, c'est le propre goût à elle. Et c'est peut-être le seul... Parce que quand t'es enfant, t'as pas vraiment... T'as de la personnalité, mais t'es pas encore construit entièrement, tu vois. T'es juste dégoûté des brocolis. Voilà, mais les seuls trucs que t'as, c'est quelques trucs de goût, genre t'aimes pas les brocolis.
Voilà, il y a plein d'enfants qui aiment pas les brocolis, il y a des enfants qui aiment bien les brocolis. Il y a t'aimes bien le rose, t'aimes bien le bleu, t'aimes bien le truc. Tu vois, c'est des trucs assez basiques, tu vois, qu'un enfant a, mais voilà, je trouve que c'est un peu représenté par des goûts. Mais effectivement, moi aussi, je me pose la question des fois, mais qu'est-ce qu'elle fait un peu là, des goûts? Je trouve, après, voilà, on a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui marche le mieux, c'est la double narration, quoi. C'est les deux histoires qui se répondent entre eux. Même triple histoire, parce que d'un côté on a joie et tristesse, de l'autre côté on a peur, dégoût et colère qui essayent de gérer le truc. Ouais, bien sûr, et après t'as Riley, mais je sais pas, genre t'as l'impression que tout est logique. Voilà, que c'est tout s'embrique l'un dans l'autre, ouais. C'est ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils arrivent tous les éléments rationnels de la vie de Riley, de sa manière de se comporter, bah voilà, ils arrivent très bien à le retranscrire dans sa tête, et c'est ça qui marche, quoi. Ouais, bah c'est vraiment sur le coup, c'est vraiment un coup de, je sais pas si on peut dire un coup de génie, mais c'est pour moi, ouais, c'est vraiment réussi en tout cas. Ouais. Et puis il faut savoir qu'en plus le film il est sorti en 2015 et je crois que c'était à la suite de beaucoup de films Pixar qui étaient un peu moins ouf, en tout cas qui avaient un peu moins marqué, parce que je crois qu'il y avait Rebelle, Monstres et compagnie, je sais pas si Le Voyage d'Arlo était déjà sorti, etc. Mais je crois qu'il sort l'année d'après, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas je crois que c'est dans les années 2010, ça a été très compliqué. Oui. Et parce que là, tu vois, j'arrive pas à sortir de tête un film entre de Toy Story 3 à Vice Versa qui a vraiment marché, qui a vraiment marqué les gens, tu vois. Je serais pas te dire, tu vois. Ouais, moi non plus. Rebelle aussi, je crois que ça a pas trop marché. Enfin, c'est pas le truc qui a marqué le plus les gens non plus. Le trailer avait fait parler, je me souviens, mais après, ouais, non, les gens étaient un peu déçus, Rebelle. Donc, il arrivait à un moment où je crois que peut-être les gens pensaient que le studio Pixar était un peu en baisse de régime. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a bien marché, entre guillemets, c'est que les gens étaient surpris de revoir un vrai bon Pixar à ce moment-là, quoi. Bah ouais, clairement. Non, je regarde entre Toy Story 3 et il y a eu Cars 2, Rebelle, Monster Academy, donc oui, non. Oui, tu vois, c'était pas les trucs que les gens ont retenus, quoi. Ah, donc bon, c'était pas... Non. Et Coco, après, c'est 2017, qui est un peu celui qui a fait parler aussi après. Mais entre 2010 et 2015, non, c'est pas les Pixar les plus connus, non. Et je crois que même après, jusqu'à Coco, c'était pas non plus le meilleur truc, mais bon, bref. Non, bah Coco, non, c'est Voyage d'Arlo, Monde de Dory et Cars 3. Ouais, voilà, jusqu'à Coco, c'était compliqué aussi après, donc voilà, il arrivait à un moment charnière, quoi. C'est ça, clairement. Pixar, là. Ouais, je vais quand même revenir sur un point qui est peut-être un peu moins bon, mais je peux même l'expliquer. Tu vois, j'arrive pas à trouver de vrais défauts. C'est que les humains, ils sont peut-être un petit peu trop caricaturales aussi, tu vois. Le père qui est fan de sport, oui. La mère, enfin voilà, ils ont tous un peu des situations. Même là, finalement, Riley a un parcours assez banal. En vrai. Enfin, si t'enlèves tout le truc des émotions et tu suis que Riley, oui, c'est une histoire un peu banale, mais en même temps, c'est aussi cette histoire banale qui nous permet de nous identifier à toutes les situations dans lesquelles elle vit, tu vois. Bien sûr, ouais. Moi, tu vois, ce moment, mais vraiment, où elle doit se présenter devant toute la classe et qu'elle est paniquée de se présenter devant toute la classe, mais on l'a tous vécu, ce truc, que ce soit ça, bien sûr. en cours ou avec des collègues, ou se présenter devant des gens que tu connais pas, mais c'est moi, c'est un peu une petite angoisse, tu vois, de devoir faire ça, tu vois. Et donc, je trouve qu'elle est dans des situations qu'on peut facilement se reconnaître, vraiment, et du coup, on peut connecter vraiment facilement avec ce personnage-là, et avec ses émotions en même temps, d'ailleurs. Ouais, bah après, moi je pense que sa simplicité, c'est aussi la force du film, d'être simple. Oui, parce que, il faut que ce soit simple. Vu le concept, il faut que ce soit simple. Maintenant, avec le 2, peut-être ils vont aller un peu plus loin, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bah après, ça va explorer l'adolescence, donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à explorer. Mais ouais, il fallait que l'histoire de Riley soit simple à comprendre pour qu'on ait vraiment ce truc complexe. C'est tout cet imaginaire complexe dans sa tête puisse aller un peu smooth, voilà, quoi. Et je trouve que la morale du film, encore une fois, c'est pas une morale qu'on voit partout, quoi. Et je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment, vraiment bien faite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que t'as des choses peut-être à rajouter avant de conclure? Non, je dirais juste RIP Big Bang. RIP Big Bang, ouais, c'est ça. Moi, j'avais noté juste un truc, mais je savais pas comment. Il y a de la caméra épaule au moment. La caméra épaule quand on voit Riley dans la rue à un moment dans le monde réel. Ouais. Et c'est une caméra épaule qui est simulée, évidemment, parce que c'est une sûr. animation. Mais je crois qu'ils ont développé tout un système pour créer cette caméra, et donc du coup qu'on ait cette caméra épaule et tout, j'ai trouvé ça assez sympathique comme effet visuel. C'est quand elle fuit? Je crois que c'est quand elle fuit, ouais. Oui, je crois que c'est quand elle va fuguer. Mais je sais plus exactement le moment, mais je me souviens avoir noté ça, qu'elle a la caméra épaule. Et c'est assez inédit dans les films d'animation Pixar, je crois pas qu'on ait eu beaucoup. Et voilà. Et on a la suite qui sort dans quelques semaines maintenant. Et moi, je suis un peu contre les suites et tout à Hollywood, mais je me dis que c'est quand même un concept qu'on peut clairement exploiter sur je sais pas combien de films. Pour moi, tu peux faire au moins une trilogie pour la vie de Riley, quoi. La vie enfant, adolescent, adulte, en gros.
Moi, je pense que tu peux même faire beaucoup plus. Oui, non, mais bien vraiment, sûr. je pense que tu peux. Là, tu peux faire adolescence. En fait, il y a tellement de trucs à traiter parce que le cerveau humain, il y a tellement de choses dedans. C'est tellement vaste. Tu vois, genre, quand j'ai revu le film, je me suis dit, peut-être que le film, il a pas autant d'idées, il aurait pu exploiter plus son concept, mais en fait, le film, il fourmille d'idées toutes les 5 minutes. Mais à la fin du film, je me dis, mais j'aurais pu en avoir pour encore 3 heures, quoi, d'idées. Et donc, c'est pour ça que je me dis que là, à l'adolescence, ils peuvent exploiter des trucs. Quand elle arrive à la fac, ou je sais pas, quand elle devient jeune adulte, il y a d'autres problèmes qui peuvent s'ajouter. Quand elle devient parent, si elle devient parent, évidemment, mais si elle devient parent, il y a d'autres trucs comme ça. Quand tu deviens vieux, malheureusement, quand tu deviens grand-père, potentiellement, enfin voilà, quand tu vieillis, il y a tu peux faire tellement de stades de la vie de Riley que c'est un concept que je suis un peu contre les suites, mais moi je suis pas contre, tu vois, de voir toute la vie de Riley en même temps que moi-même je grandis, quoi. Après, on va voir si le 2 est réussi, mais il y a aussi, il pourrait aussi faire sur un autre personnage que Riley aussi. C'est sans limite, quoi. C'est sans limite. Je pense que ce qui c'est intéressant, c'est de voir le Riley. Enfin, que oui, justement, je voulais aussi dire que Riley, il y a un peu un parallèle à faire, je pense, avec Andy de Toy Story, qui est le personnage qui grandit avec ses jouets, tout ça, et que voilà, tu vois. Peut-être qu'il y a des générations qui grandiront avec Riley. Ouais. Bon, ça fait 10 ans depuis le dernier. Après Andy, je crois qu'on va peut-être le retrouver dans Toy Story, le prochain Toy Story. Mais... Oh non, dans le 4, il y était pas. Non, dans le 4, il n'y est pas du tout. Oh non, faut arrêter C'était très bien la fin du 3, faut pas... Enfin, pour moi... mais il va retrouver ses jouets et il va les donner à ses enfants, tu vois. Putain, je veux pas voir ça, s'il te plaît, parce que... Tu vois, là où Toy Story, pour moi, ça s'était très bien conclu, ils avaient pas besoin de faire un 4, etc. Bon, là, en même temps, il y a eu qu'un film vice-versa, je suis en mode, ils peuvent en faire plein, mais ça se trouve au 3e. Ouais, ça va peut-être saouler. mais écoute, tant qu'ils ont des bonnes idées dessus, moi, je suis preneur, quoi. Pareil. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a un court-métrage qui est sorti. Je l'ai regardé, ouais. Tu l'as regardé, ouais. Il est vachement cool, hein, celui-là aussi. Hein. Le rendez-vous... le premier date, ouais. Ouais. Oui, il est sympa. Il dure pas très long. Par contre, sur Disney+, il y avait écrit 10 minutes, mais en fait, il dure que 5 minutes, parce qu'il y a 5 minutes de générique. Oui, c'est ça, ouais. On est dans la tête du garçon qui est assez drôle. Ça m'a fait rire. La tête du père. Parce que j'aime bien aussi ce truc-là, c'est quand on explore la tête d'autres gens. On a tout un générique à la fin, d'ailleurs, on voit dans la tête de plein de gens du film, le conducteur de bus, des chiens, des chats et tout, tu vois. Ouais, c'est très drôle. Et j'adore le chat d'ailleurs parce que dans la tête du chat, il se comporte comme des chats. Et du coup, sans faire exprès, ils appuient sur des boutons et ça trigger le chat dans la vie réelle. Et j'ai vraiment envie de croire que c'est comme ça que les chats fonctionnent. C'est comme ça, parce que des fois, ils se mettent à sauter partout, tu sais pas pourquoi. Oui, tu sais pas pourquoi. Et je me dis, putain, c'est peut-être comme ça dans la tête des chats. C'est assez marrant, quoi. Et voilà. Et voilà, Ista, je pense qu'on a bien rempli le truc. On avait pas mal de choses à dire. Mais voilà, c'est vraiment un film que moi j'adore et j'attends vraiment la suite avec impatience. Voilà. Et toi, Ista, c'est quoi ton souvenir d'enfance qui t'a fait aimer le cinéma? Voilà. Waouh, qui m'a fait aimer le cinéma? Ouais, qui t'a créé l'île du cinéma dans ta tête, dans tes îles de personnalité. Putain, je saurais même pas dire en vrai. Ah, vas-y, je vais dire Matrix. Mais... Ah, bah oui, c'est possible, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, on a tous des films ou des trucs qui nous ont marqué. Moi, il y en a plusieurs. Je pense à Pirates des Caraïbes. J'aimais beaucoup quand j'étais petit. De Dark Knight. Voilà, il y a pas mal de films comme ça qui m'ont... J'étais déjà trop vieux. Oui, pas moi, excuse-moi. Excuse-moi, les jeunes. Mais voilà, quoi. Je pense qu'on en a tous et c'est intéressant de s'interroger vis-à-vis de ça. Mais voilà, j'ai l'impression que je peux en reparler pendant 50 heures. Vice-versa. Mais on va conclure ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista, du coup, avant de nous quitter? Alors cette semaine, il sort le 4e opus de Bad Boys qui s'appelle Bad Boys Ride or Die, qui est la suite de Bad Boys for Life et qui est réalisé par le même duo de réalisateurs qui sont Adil et Bilal. Je n'ai plus leur nom de famille. Ceux qui étaient sur Bad Girl, qui a été annulé. Bad Girl, et qui ont fait 2 épisodes de Miss Marvel, qui étaient un peu les showrunners. Et on vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Et on a la série Disney+, The Acolyte. Star Wars revient. Voilà, Star Wars revient de... C'était quoi la dernière série Star Wars? C'était Ahsoka. Ouais, ça fait presque pas un an, parce que je crois que c'était l'été que c'est sorti Ahsoka. Ça a commencé en août et... le premier épisode qu'on a fait du podcast, on avait parlé d'Ahsoka. C'était pas fini, je crois. Ouais, mais en tout cas, ça date de presque un an, en tout cas. Et donc, voilà, on a dit Acolyte qui s'éloigne de la saga Skywalker, voilà, qui se passe... combien de temps avant? 100 ans avant? 100 ans avant, ouais. 100 ans avant la prélogie, donc... On verra ce que ça donne. Pendant l'ère de la Haute République.
c'est ça. Et ben, on va se quitter là-dessus sur du Star Wars, voilà. Gros souvenir d'enfance Star Wars qui t'a fait aimer le cinéma aussi, Ista? Oui, aussi. Oui, bien sûr. L'épisode 1, oui, bien sûr. Ouais. Ah merde, je suis désolé pour toi. Bah oui, moi c'est l'épisode 1, désolé. Le cinéma, c'était, voilà, t'as 10 ans, c'est incroyable, quoi. Ouais, j'ai connu la prélogie aussi quand j'étais jeune, voilà. J'ai vu Star Wars 3 au cinéma, monsieur, voilà. et ben on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok, parce que je vais peut-être faire des TikTok très bientôt, donc allez nous suivre là-bas. Et voilà, on se donne rendez-vous pour les news de la semaine, très bientôt, vendredi. Et on se dit ciao, Ista. À plus. Ciao.